Merci beaucoup, Philippe. Oui, donc là, il va y avoir un temps de présentation, mais l'idée, c'est vraiment d'échanger avec vous parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est issu de l'approche qu'on a eue, mais aussi beaucoup d'interactions que j'ai pu avoir avec des entraîneurs ou des entraîneurs adjoints ou même des joueurs de certaines équipes en France et à l'étranger. Donc, il y aura pas mal de points sur des expériences concrètes que j'ai pu rencontrer là sur les 2 dernières années. Alors, je vais d'abord partager l'écran. Voilà. OK, allez, c'est parti. Donc, comment évaluer son équipe et ses joueurs pour les accompagner dans leur progression tout au long de la saison? Alors, le titre est un peu long. Quand je parle de progression, je ne parle pas de performance. Donc, progression, là, la logique que je vais vous partager, elle s'applique à tous les niveaux de jeu, à tous les âges et en fait à tous les pays. Donc, c'est n'importe qui peut se l'appliquer à son niveau. L'objectif, il est d'accompagner, de structurer et d'accélérer cette progression. Et là, je vais faire le parallèle systématiquement entre les deux axes, entre l'axe collectif et l'axe individuel. Comme tu disais là tout à l'heure, Philippe, pour pouvoir évaluer, il faut pouvoir avoir de l'information. Donc, on va avancer sur cette logique-là. Et quand on parle d'objectifs, avant de parler d'objectifs à atteindre, je souhaiterais prendre un tout petit peu de recul parce qu'il y a des objectifs, mais il faut tenir compte de son contexte. Donc là, pour moi, il y a 3 éléments qui vont être clés. Ça va être le contexte dans lequel vous évoluez, le cadre que vous mettez et les objectifs que vous souhaitez atteindre. Parce que si les objectifs ne sont pas en adéquation avec le contexte ou le cadre, ça va poser des problèmes. Alors, quand je parle de contexte, ça veut dire quoi? Dans le contexte, pour moi, il y a au minimum 4 niveaux. Il y a il y a vous déjà. Quel est votre projet de jeu en fonction de l'expérience que vous pouvez avoir en tant qu'entraîneur ou l'expérience que vous pouvez avoir dans le club. Il y a l'équipe en fonction de l'âge et le niveau de l'équipe, en fonction du profil de l'équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est en reconstruction? Est-ce que c'est une équipe qui est déjà formée depuis plusieurs années et qui évolue progressivement? C'est pareil, il faut tenir compte de ce positionnement-là. Ensuite, en dessous de l'équipe, il y a les joueurs. Comme on parlait tout à l'heure avec Sébastien, c'était la notion de formation du joueur. Ben là, c'est pareil, c'est de l'individualisation en termes de progression, parce qu'il y a la progression au niveau de l'équipe, mais la progression au niveau des joueurs. Quel est le niveau à pouvoir individualiser en fonction du niveau et des attentes des joueurs et en fonction de leur contexte. Qu'est-ce que j'entends par contexte? C'est par exemple, je ne sais pas, vous avez un joueur qui revient de blessure, ben vous ne pouvez pas lui demander la même chose qu'un joueur qui est au top de sa forme et qui marche très bien. Le contexte, il est aussi lié au club, parce que quelles sont les priorités, quelles sont les ambitions du club, quels sont le fonctionnement. Alors même si ça a un impact un petit peu moins fort, mais il peut y avoir des impacts par rapport à ça. Donc là, vous voyez que déjà qu'entre suivant l'équipe, les joueurs, vous, votre mode de fonctionnement, ben, on peut avoir des attentes qui vont être différentes derrière. Donc cette notion de contexte, elle va être importante à prendre en compte. Ensuite, quand je parle du cadre, c'est un peu quelles sont les règles de vie et quel est votre mode de fonctionnement que vous souhaitez instaurer. Donc là, on parle pas sport pur, mais on va parler plutôt humain. Quelles sont les règles de vie, quelles sont les valeurs clés que vous souhaitez partager, quel est l'engagement que vous attendez de vos joueuses et de vos joueurs. Donc, c'est définir un peu le cadre dans lequel va s'opérer votre saison. Je ne sais pas, est-ce que des éléments de partage, de transparence, arriver à l'heure, enfin bref, c'est des éléments qui peuvent paraître évidents, mais c'est important de les formaliser quand vous démarrez avec une équipe. Donc cette notion de cadre va être importante aussi pour préparer cette notion d'évaluation. Et quand je parle d'objectifs, les objectifs, donc le troisième cercle là, sur les objectifs vont être liés à votre projet de jeu.
Et c'est là où, tout à l'heure, quand je parlais de progression, je ne parlais pas uniquement de performance, parce qu'il peut y avoir des objectifs qui vont être liés uniquement à du plaisir. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes avec une équipe de jeunes qui démarrent du handball, ben, on ne va pas être dans la performance au début, mais c'est prendre du plaisir à jouer, et ainsi de suite. On peut être dans la notion de cohésion pour créer un collectif. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est une compétition qui existe et qui a démarré à Singapour en 2010. Et il se trouve que j'étais là-bas. Et en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils devaient aligner une équipe de handball qu'ils n'avaient jamais joué au handball. Donc, ils ont pris des volleyeurs, des basketteurs, des gens qui étaient physiquement au top. Et là, la première problématique, ce n'était pas une problématique de performance, c'était une problématique de plaisir et de cohésion. La performance, on l'oubliait, puisque de toute façon, ils avaient aucun. C'était compliqué de parler de performance avec des gens qui n'avaient jamais joué au handball. Et le troisième niveau, donc c'est le niveau de performance qui peut être au niveau de l'équipe, au niveau de l'individuel ou par type de poste. Donc, vous pouvez avoir des objectifs qui sont liés à ces trois axes. Quand vous définissez des objectifs, pour atteindre des objectifs, on en parlait tout à l'heure, on a besoin d'indicateurs. Ces indicateurs vont nous permettre de nous guider au fil de la saison et ce sont des éléments factuels qui vont vous permettre d'objectiver une intuition. Ce terme-là, je l'ai entendu chez beaucoup d'entraîneurs pro, donc là des équipes de Pro League ou de Star League ou des sélections internationales. Ce sont par exemple des assistants, des coachs adjoints qui ont l'habitude, qui font 40, 50 matchs, 60 matchs par saison. Par contre, à chaque fois, donc ils le font énormément à l'intuition. Par contre, à chaque fois, ils vont me dire, on a besoin d'objectiver cette intuition. Est-ce que je ne suis pas en train de dévier? Est-ce que je ne suis pas en train de me planter? Donc, j'ai besoin d'indicateurs pour m'assurer que mon intuition est bonne. Donc, cette notion d'indicateur va être importante. Et cette notion d'indicateur, mais en fait, ça va être en adéquation avec ces objectifs, ce cadre et ce contexte. Ça ne sert à rien d'avoir des objectifs démesurés par rapport, vous êtes une équipe en construction, n'allez pas chercher des objectifs complètement démesurés avec des indicateurs qui vont être inutilisables. Donc, les indicateurs, là, ne sont pas liés uniquement à l'objectif, mais ils sont liés à l'objectif, au cadre et au contexte que vous avez établi. Donc, ça permet d'avoir une cohérence dans votre logique. Et le deuxième élément, c'est d'avoir une rigueur. J'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais le suivi des données dans le temps permet à chacun de mieux se connaître. Ce n'est pas prendre une fois toutes les 3 semaines ou de temps en temps des informations qui vont vous permettre d'apprendre. Vous avez besoin d'avoir un suivi assez radical, entre guillemets, dans le temps pour permettre à chacun de mieux se connaître et de connaître aussi certainement les temps forts et les temps faibles. Moi, je vois sur un autre sujet, les indicateurs, on les traite au jour le jour. On relève les indicateurs tous les jours. Il y a des jours où ça ne sert peut-être à rien de relever l'indicateur. Par contre, on s'est astreint à dire, là, cet indicateur, on le récupère tout le temps. Donc là, quand vous êtes en condition de match, c'est à tous les matchs, on récupère les mêmes indicateurs pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du mode de fonctionnement des joueurs et de l'équipe. Quand vous traitez les indicateurs, il y a des éléments qui vont être assez rapides pour décider quels sont les indicateurs que vous allez choisir. Vos indicateurs doivent être simples à collecter, à analyser et à partager. Si pour récupérer des indicateurs, vous êtes obligé de mettre en place une usine à gaz, allez chercher autre chose. Ce n'est peut-être pas les bons indicateurs à aller récupérer. Pourquoi? Parce que là, c'est dans le troisième point, là, ils doivent être utiles. Ces indicateurs sont à votre service et ce n'est pas vous qui êtes au service de vos indicateurs. Donc, n'allez pas construire une usine à gaz et pour passer 3-4 heures à analyser de la data, alors que normalement, la data, elle est là pour vous aider à prendre des décisions. Donc, faites attention. Ça, pour moi, c'est un indicateur. Dès que vous passez trop de temps à récupérer ou à calculer un indicateur, c'est qu'il y a certainement un indicateur qui doit être beaucoup plus pertinent ailleurs. Et la notion de pertinence, donc ces indicateurs,
doivent être liés à vos objectifs. Ça ne sert à rien de prendre un indicateur. Et là, c'est pareil, dans les stats, je fais la différence entre les stats pour la progression et les stats pour la communication. Il y a des stats qu'on va utiliser pour de la communication. Là, quand on est dans de la progression, les stats doivent être liés à des objectifs. Donc, si vous prenez une stat juste pour vous faire plaisir, bah, ça ne va pas servir à grand-chose. Ces stats doivent être suivies dans le temps et elles doivent être adaptées à la réalité. C'est-à-dire que si vous avez des stats et vous vous rendez compte que vous êtes des indicateurs et vous vous rendez compte que ces indicateurs sont plus adaptés à la réalité, n'hésitez pas à changer. Ce n'est pas gravé dans le marbre. Ces indicateurs, en fait, moi, la logique que je préconise, c'est de dire vous avez un projet de jeu. Un projet de jeu, c'est 1 à 3 objectifs majeurs en termes de collectif. Et généralement, quand on démarre avec un objectif majeur. Et cet objectif, c'est 1 à 3 indicateurs par objectif maximum. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Et pour chaque indicateur, on va donner un jalon. Donc, un jalon, ça veut dire un espace-temps pour se dire, on se donne 2 mois, 3 mois, et puis au bout de 2 mois, 3 mois, on va peut-être réévaluer ou réajuster cet objectif. Mettez pas des objectifs Alors, vous pouvez avoir un objectif sur la saison, mais mettez pas des objectifs sur 2 saisons ou sur plus, ça sert strictement à rien, puisque l'objectif, c'est vraiment d'être suffisamment flexible et réactif pour pouvoir s'adapter. Je vais vous donner 3 exemples sur... Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe sur les exemples, Philippe? Écoute, pour l'instant, non. Je n'ai pas de questions. N'hésitez surtout pas dans le chat si vous avez des questions. N'hésitez pas. Mais en tout cas, j'ai juste une remarque. C'était très intéressant. OK. Et je vois Chris là, qui dit on est sur des objectifs de résultats. Est-ce qu'il y a aussi des objectifs de moyens? Oui, on peut travailler sur les objectifs de moyens. Non, là, je ne l'ai pas mis dans l'exemple, mais on peut travailler sur des objectifs de moyens aussi. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Là, c'est pareil, c'est des exemples qui sont liés à des situations là, que j'ai rencontrées récemment avec des entraîneurs. Pour moi, là, quand on a cette notion d'objectif, indicateur, ainsi de suite, avant de chercher à progresser, il est important de se connaître. Donc, ça ne sert à rien de mettre des objectifs de progression, je ne sais pas, plus 10%, plus 20% sur quelque chose, alors que vous ne connaissez pas la base. Donc, la première étape, pour moi, quand on travaille sur l'évaluation du collectif ou des individus, ça va être d'abord de comprendre. Donc, par exemple, premier exemple d'objectif, là, on avait travaillé avec une équipe sur ce sujet-là, c'était en tout début de saison l'année dernière, c'est identifier les comportements clés au niveau de l'équipe. Et les indicateurs, là, c'était là, il l'avait pris sur un mois, là, sur 4 matchs, l'évolution des temps forts et des temps faibles sur un match pour détecter les comportements de l'équipe. Et il se trouve qu'ils ont gagné, cette équipe-là a gagné ces 4 matchs. Par contre, sur les 4 matchs, on s'est rendu compte que de la 20e à 30e minute, ils étaient systématiquement entre -3 et -5. Et en fait, ça n'apparaissait pas dans le résultat final, puisque au final, l'équipe gagnait systématiquement. Par contre, il y avait un trou d'air sur la fin de première mi-temps systématiquement. L'objectif, quand on est pour comprendre aussi, c'est identifier les comportements clés par joueur. Et là, je précise par joueur, non pas par poste. C'est comprendre le mode de fonctionnement joueur par joueur, parce qu'un joueur se connaît, donc il y a des choses qu'il est capable d'expliquer, mais il y a d'autres choses qu'il fait par instinct qu'il n'est pas forcément capable d'expliquer naturellement. Donc là, ils avaient travaillé sur les zones de déclenchement de tir, l'efficacité au tir et l'activité défensive. Donc, c'était tout ce qui était interception et faute déclenchée en défense. Et vous voyez que là, il n'y a pas la notion de performance. L'objectif, c'est de réaliser un état des lieux pour comprendre qu'est-ce qu'on a dans l'équipe avec les composantes qu'on a, puisque avec les joueurs, et là, je parle de joueurs, mais j'inclus les gardiens dans cette logique-là, en fonction des joueurs et des gardiens, parce que, par exemple, on peut avoir un gardien qui est excellent sur des relances, donc le jeu va être influencé d'une certaine manière, peut-être sur du jeu rapide, et des choses comme ça. Donc là, la première étape, c'est vraiment de comprendre et de réaliser un état des lieux.
Et là, on est sur du factuel. Il n'y a aucun jugement à apporter sur est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Non, c'est juste un constat. À partir de ce constat-là, on va pouvoir construire des choses derrière. Franck, excuse-moi, j'ai une question. Ce diagnostic-là, quand, par exemple tu suis une équipe d'une saison à l'autre, je vais dire, tu connais à peu près ton équipe. Par contre, quand tu récupères un nouveau collectif, tu vois un groupe qui monte, si tu entraînes des moins de 14 ou des moins de 16, tu le fais à quel moment, ce diagnostic, d'après toi? Moi, je le ferai dans les matchs de préparation. Démarrer dans les matchs de préparation et je le ferai un peu en mode démarrer d'une page blanche. C'est-à-dire que, OK, l'entraîneur précédent est capable de me dire comment fonctionne l'équipe, mais faire un peu comme si je découvrais l'équipe de zéro et pour éviter d'être trop influencé et de travailler entre guillemets à partir d'une page blanche sur les matchs. Alors, les matchs de préparation et les premiers matchs de championnat, parce que des fois, on peut avoir des joueurs, par exemple, plutôt côté jeune, mais des joueurs qui sont plus performants quand il y a moins de stress que quand il y a plus de stress. Donc, voir un peu en fonction de ces notions-là s'il y a des impacts. Oui, en fait, du coup, tu peux faire ton état des lieux, tu peux le faire durer un petit peu en début de saison, sur même un mois ou deux, le temps de faire bien connaissance avec ton équipe. Oui. Je voudrais, là-dessus, un mois, je pense que c'est intéressant pour éviter de faire des raccourcis et de tomber dans un panneau à un moment ou à un autre, quoi. J'en profite juste, il y a Gio qui demande quels outils utilisez-vous pour faire cet état des lieux? Et ben, on va en parler un petit peu après. Ok, parfait. Identifier donc les comportements clés par joueur, ouais, j'en ai parlé. Donc la première phase est état des lieux. On peut avoir une deuxième approche qui est plus. Donc là, l'état des lieux, c'était au sein de l'équipe et des joueurs. La deuxième objectif, ça peut être se positionner par rapport à nos adversaires. Alors là, oui, état des lieux physiques ou handballistique, c'est vrai que là, je parle que du côté handball et pas performance physique intrinsèque des joueurs, mais on peut avoir la même logique à ce niveau-là. Évaluer. Donc, par exemple, là, j'ai plusieurs équipes là, de niveau régional là, qui étaient sur la notion de avoir moins de pertes de balles que l'adversaire. Et donc là, on n'est plus sur de l'évaluation en se comparant par rapport au championnat ou par rapport à ce que fait l'adversaire. Donc là, les indicateurs, c'était le nombre de pertes de balles, le nombre de pertes de balles de l'adversaire et le nombre d'interceptions. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Philippe, quand on avait travaillé, quand on avait fait les prises de stats, c'était sur le championnat d'Europe ou le championnat du monde féminin. Oui. En fait, on avait été surpris du faible pourcentage de tirs à 9 mètres qu'il y avait sur les équipes. Donc, voilà, ça ne sert à rien de demander à vos joueuses ou à vos joueurs d'avoir 50% de tirs à 9 mètres si dans le niveau où vous êtes ou dans le mode de fonctionnement où vous êtes, la moyenne, elle est à 25 ou 30%. Donc, c'est comprendre comment se positionner par rapport à d'autres adversaires. Donc, ça, c'est des objectifs. Et là, je vois, je disais là, des équipes de régionales qui sont à un niveau correct, mais qui se rendaient compte qu'ils tournaient à 8-12 pertes de balles par match. Ils se sont dit, il faut qu'on focalise là-dessus parce qu'on gâche une quantité de ballons qui est phénoménale et ça nous demande à être en sur-régime sur une bonne partie du match. On pourrait avoir la même logique avec des 2 minutes, par exemple, des choses comme ça. Et le troisième exemple, c'est une fois que vous avez l'état des lieux et que vous connaissez bien le mode de fonctionnement à la fois de votre équipe et de vos joueurs, c'est de travailler sur la progression. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez analysé, par exemple, sur la première moitié de saison, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre au niveau de l'équipe et au niveau individuel sur la deuxième moitié de saison. Donc là, je ne sais pas, par exemple, réduire de 20% les pertes de balles. Donc ça, c'est lié à ce qu'on a vu juste avant. Et là, par exemple, pour faire le lien avec ce qu'a dit Sébastien avant, là, sur les postes gardiens, par exemple, on se rend compte que sur la première moitié de saison, on prend pas mal des tirs de l'aile. OK, donc qu'est-ce qu'on met en place à la fois en entraînement, à la fois en suivi de stats et ainsi de suite pour augmenter l'efficacité des gardiens sur les ailes.
Et là, là, on commence à avoir des outils qui sont assez sympas où je vois là, par exemple, avec Steezy, on a pas mal de gardiens qui font de l'analyse en temps réel d'impact en fonction des adversaires qui sont en face. Donc, ce qui fait qu'ils sont là, ils font plus de l'analyse de match à match, mais ils font carrément de l'analyse de match pendant le match. Et donc, notamment de l'analyse pendant les temps morts et pendant les mi-temps. Donc, ça permet de réagir assez rapidement. Allez, on parlait d'outils. Aujourd'hui, les outils, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Là, j'en ai distingué deux. Un qui marche, qu'on retrouve souvent, là, c'est le papier, le crayon ou le tableur Excel derrière. Donc, ça a ses avantages parce que vous pouvez le faire à votre manière et avoir un mode de fonctionnement qui vous correspond à 300%. La limite, c'est que le suivi dans le temps est quand même pas forcément évident ou ça va vous demander beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a lancé Steezy il y a 2 ans. Et pour la petite histoire, au début, Steezy, je l'avais lancé pour mes besoins personnels. J'avais une équipe, j'entraînais une équipe et j'en avais assez de passer du temps sur papier, crayon, Excel, macro Excel, ainsi de suite. Donc, au début, c'était pour moi, pour me permettre de gagner du temps et de pouvoir analyser dans le temps. Donc, on a les solutions statistiques, de suivi de statistiques. Après, ce qui existe, qui est moins accessible financièrement, mais les solutions de séquençage vidéo. Alors, je sais que mon Dartfish, c'est payant, mais Longomatch, il y a une version gratuite qui vous permettent d'analyser le côté vidéo. Alors, quand on est sur le suivi de stats, on prend des stats et éventuellement on va vers la vidéo. Quand on est sur le séquençage vidéo, c'est on part de la vidéo pour générer des stats derrière. Voilà les solutions qui existent actuellement. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager. Quand vous travaillez sur ces outils, c'est identifier les outils qui vous correspondent le mieux, que ce soit en termes de moyens humains, financiers ou mode de fonctionnement. Allez pas chercher un outil si ça vous remet, je ne sais pas, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise avec la techno, c'est peut-être pas utile de partir sur la techno tout de suite parce que vous allez perdre énormément de temps. Et le deuxième point, où là je l'ai rencontré 2-3 fois, c'est éviter de construire vos objectifs et vos indicateurs en fonction des outils que vous avez en main. Parce que là, c'est la cata assurée parce que vous fonctionnez à l'envers. C'est pareil, l'outil est à votre service et pas inversement. Et sachant, là je rebondis juste, c'est qu'en fait tu peux utiliser différents outils en fonction des trois étapes que tu as présentées. Parce que par exemple, en tout cas la première, l'évaluation, quand tu découvres ton groupe et que tu fixes éventuellement les points, les objectifs, tu peux faire ça par exemple sur le papier avec le papier crayon et effectivement passer d'une étape à l'autre selon les points suivants, quoi. Ah, exactement. Moi, le premier outil avec une équipe de jeunes là, que j'avais il y a, ça remonte un petit moment, mais le premier outil, c'était le sourire. C'était est-ce que les jeunes sont heureux de venir à l'entraînement et au match? Je n'avais pas besoin de papier ou de crayon ou quoi que ce soit, c'est de dire, parce que l'objectif, c'était de créer une dynamique au niveau de l'équipe et que les enfants se fassent plaisir. Donc, au début, ça peut se faire de manière assez naturelle. Mais surtout, éviter de construire en fonction des outils. Oui, ça c'est le piège, quoi. Ouais, ça c'est le piège. Et alors, là, c'est la minute pub, mais on en parlera plus au mois de courant juillet. Et justement, là, pour toutes les équipes qui n'ont pas forcément de ressources en temps démesuré, là, on a une solution qu'on va sortir au mois de juillet qui va permettre d'allier les statistiques avec la vidéo et permettre de faire un séquençage ultra rapide. Par exemple, la finale des JO, le séquençage a été fait en 60 secondes. Donc ça, c'est des approches. Et là, pour moi, on est au balbutiement de tout ce qui est outils et ainsi de suite. Parce que les outils sont développés, par exemple, en NBA, sur le baseball, sur le foot et ainsi de suite. Sur le hand, on en est au balbutiement. Ça va évoluer assez rapidement.
Et Mais là, juste, toi qui connais un peu mieux le milieu, en tout cas des outils, pourquoi on est un peu en retard à la bourre là, au niveau du hand? Tu as une idée ou pas? parce que enfin, on va pas se cacher, le hand, c'est un sport qui est essentiellement européen. Enfin, c'est pratiqué partout là, parce qu'on a des utilisateurs dans 100 pays, mais c'est pas un sport qui a la cote comme le basketball ou aux US ou le foot, ainsi de suite. Donc les outils, ils arrivent d'abord là où il y a de la grosse demande et Ok. des gros besoins. Donc c'est pour ça que ça va arriver, parce que c'est l'évolution inéluctable là, dans chaque sport. On va arriver vers des solutions et vers des solutions aussi qui vont mixer les approches. Là, comme je vous dis, avec Stizimax, là, on va mixer data plus vidéo. Pourquoi moi je pousse là énormément sur ce genre de choses? C'est pour responsabiliser aussi les participants, les joueurs, pour pouvoir les rendre acteurs de cette logique-là. Allez, je vous partage 5 réflexes gagnants pour moi dans votre comportement, parce que là, c'est un peu ce que je vous ai décrit, c'est à vous de voir en fonction de votre mode de fonctionnement, de ce que vous avez envie de partager, et ainsi de suite. Mais voici, il y aura 5 réflexes gagnants que l'on peut retrouver à peu près n'importe où. Premier, démarrez simplement, ajustez et évoluez progressivement, focalisez-vous sur vos priorités. Ne démarrez pas. Je rencontre assez régulièrement des entraîneurs qui me disent « je prends de la stat au cas où ». Non, vous ne prenez pas de la stat au cas où. C'est que vous définissez, en fonction de votre projet de jeu, vous définissez un objectif. Et si au début, vous devez prendre que des pertes de balles ou que des interceptions, bah, vous ne prenez que des pertes de balles ou des interceptions. Je vais vous dire, on a un utilisateur, alors je n'ai pas encore compris exactement le mode de fonctionnement. On a un utilisateur Stizy qui saisit plus de 200 événements par match. Il ne saisit aucun but. Tous ces matchs sont à 0-0. Donc, ça veut dire qu'il exploite l'outil d'une autre manière. Bon, là, c'est des barrières de la langue qui font qu'on n'a pas pu partager énormément. Mais voilà, donc lui, il a un objectif qui est spécifique. Il se focalise là-dessus. Donc, démarrer simplement et à la limite, démarrer avec un objectif, un indicateur ou 2 indicateurs, c'est très bien. Deuxième, impliquer, déléguer et responsabiliser. On a la chance d'être dans un sport collectif, donc profitez-en. L'entraîneur ou le coach, eh ben, il a comment on va dire, c'est lui qui gère et qui dirige le côté l'équipe, mais vous pouvez déléguer et responsabiliser. Là, on peut pas fonctionner. Enfin, l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint ne peut pas tout concentrer. Donc, vous pouvez travailler avec vos utilisateurs, vos joueurs. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en Allemagne, là, on s'est retrouvé à un moment donné, un entraîneur s'est retrouvé avec un joueur qui a été grièvement blessé. Et donc, ce joueur-là, il était indisponible pendant 3-4 mois. Au début, il était chez lui et il tournait en rond chez lui. Donc, au bout d'un moment, l'entraîneur lui a dit viens à nos matchs et je t'explique ce que j'attends en termes de stats et c'est toi qui prends les stats. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un mois, ce joueur-là maîtrisait beaucoup plus l'outil que son entraîneur et c'est surtout qu'il était proactif et qu'il a permis de détecter pas mal de situations de jeu un peu spécifiques. Et donc, ce joueur-là, en fait, il était blessé, mais c'est lui qui est rentré dans une dynamique pour faire progresser l'équipe. Et donc, l'entraîneur a responsabilisé son joueur. Et ce joueur-là, en fait, après, a formé les gardiens de l'équipe. Et les gardiens se sont auto-responsabilisés aussi derrière. Et donc, ce qui se passe là maintenant dans cette équipe-là, c'est que les gardiens font leur analyse à l'entraîneur. C'est-à-dire que ce n'est pas l'entraîneur qui fait l'analyse aux gardiens et qui leur explique, ce sont les gardiens qui font l'analyse à l'entraîneur et l'entraîneur qui réagit par rapport à cette analyse. Donc, il y a une communication bidirectionnelle qui se met en place. Et quand vous faites ça, vos joueurs, joueuses sont plus engagés et sont force de proposition dans la démarche. Parce que vous ne pouvez pas avoir tout le savoir. Donc, ce côté délégué est important.
La donnée est là pour construire et non pour juger ou comparer. Je vais en reparler juste à la fin, mais l'objectif, c'est de construire des solutions ensemble. Ce n'est pas de montrer du doigt ou de juger. Si vous faites ça, vous risquez de casser la dynamique. Soyez rigoureux et constant dans le suivi pour être connecté à la réalité. Ne choisissez pas que les données qui vous arrangent. Alors là, je vais vous donner une anecdote d'il y a 2-3 mois où je travaillais avec un coach là, sur un ensemble de matchs. Et puis, d'une semaine à l'autre, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un match qui avait disparu. Et en fait, il me dit, non, mais ce match-là, je l'ai supprimé parce qu'on a fait un mauvais match ce jour-là. Je dis, oui, mais si tu gardes que les bons matchs, en fait, l'analyse, elle est complètement faussée. Donc, travailler, même s'il y a des matchs qui ne sont pas bons et qui ont un impact, bah, oui, on va travailler avec la réalité. Ne faites pas du tri. Et le 5e point, c'est ajuster rapidement vos objectifs et vos indicateurs quand ils n'en sont pas ou plus adaptés. Rien n'est gravé dans le marbre. Donc, soyez réactif le plus rapidement possible. Vous avez pris un indicateur et vous vous rendez compte que au bout de 2 matchs, par exemple, celui-là, ou un objectif ou un indicateur, ils ne sont pas du tout adaptés, et bien vous changez et vous l'expliquez à votre équipe pourquoi vous changez. C'est très facilement compréhensible. Allez, en synthèse, et comme ça, après, si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. En synthèse, là, j'ai un espèce de canevas que j'utilise régulièrement avec la notion d'objectif, indicateur, valeur visée et l'échéance de l'objectif. Je pourrais vous le fournir en PDF là, dans le chat. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ça permet d'avoir… En fait, moi, ça me permettait de mettre sur papier ces éléments-là et ça me permettait surtout de le partager avec les joueurs et les joueuses. Comme ça permettait d'avoir un langage commun qui soit partagé. Je vous le mettrai en PDF tout à l'heure. Oui, et puis ça permet de formaliser justement toute la démarche du début dont tu parlais avec l'évaluation, que tu peux faire éventuellement en plus avec ton collectif et de formaliser ces différents points-là, tu peux mesurer ta progression. C'est là, en fait, ce document, quand tu me l'as montré là en préparation, effectivement, je trouve ça génial, quoi, parce que ça te permet de poser ta réflexion et de ne pas partir dans tous les sens, quoi. Exactement. De poser la réflexion et de la partager. Ça, c'est super important, de pouvoir la partager pour que chacun puisse l'approprier. Et ça, c'est l'élément là dont je voulais vous parler derrière, c'est que ces données sont un facteur d'accélération dans la compréhension et la progression des joueurs et des joueuses, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel. Donc, quand vous formalisez les objectifs, là, comme je vous ai montré, en fait, vous gérez un collectif. Donc, dans ce collectif, chacun a sa responsabilité dans la progression du collectif, que ce soit le meilleur joueur ou le moins bon, enfin, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Donc, quand vous mettez des objectifs collectifs, là, comme je vous ai montré là, dans le canevas là, tout à l'heure, c'est intéressant de voir comment chaque individu, chaque joueur, chaque joueuse se les approprie à son niveau. Et si vous vous rendez compte qu'un objectif collectif est en fait un objectif spécifique pour une ou deux personnes, ben c'est que ce n'est pas un objectif collectif. Donc, ça, c'est un indicateur qui permet de comprendre si on est dans la bonne logique ou pas. Et donc, cette notion de responsabilité, elle est importante pour chacun. Et après, au niveau individuel, vous gérez des individus, donc profitez-en pour individualiser leur progression. Là, j'ai été gentil, j'ai mis la comparaison entre joueurs et subjectif et risqué. Si je vous le dis de face à face, je vous dirais la comparaison entre joueurs est néfaste. Pourquoi ? Parce que on peut avoir tendance de comparer, je ne sais pas, par exemple, 2 ailiers ou 2 arrières qui sont au même poste, sauf que ces 2 arrières ou ces 2 ailiers, je vais prendre un exemple d'arrière, puisqu'on a eu un cas il n'y a pas très longtemps. Ces 2 arrières, ce ne sont pas 2 clones. Donc, ils ont des modes de fonctionnement qui peuvent être différents. Et ce qui s'est passé là dans l'équipe là, qui m'a partagé son témoignage, elle me disait, en fait, elle analysait tous ses postes arrière, et sur les postes arrière, en fait, il y avait un joueur qui marquait un nombre de buts qui était très faible par rapport à tous les autres joueurs. Il était 50% minimum
en dessous des autres arrières. Donc, sa premier réflexe, c'est de dire qu'est-ce que je fais pour augmenter son efficacité et le nombre de buts marqués. Et en fait, en analysant de plus près, c'est un arrière qui a une hyper forte activité défensive. Donc, en termes d'interception de balles, c'est un joueur qui interceptait quasiment 50% des balles, qui faisait 50% des interceptions. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un qui est bon quelque part d'essayer de combler ailleurs. Donc, c'est là où je dis que la comparaison entre joueurs est subjective, parce que si on va comparer par rapport au nombre de buts marqués, eh ben, peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose, parce que ce joueur-là, il est peut-être excellent sur l'activité défensive ou sur autre chose. Et ils ont poussé un peu plus loin, c'est qu'ils ne saisissaient pas les passes décisives. Et là, maintenant, ici, on peut saisir les passes décisives. En fait, ils se sont rendus compte que c'est le joueur qui fait le plus de passes décisives. Ouais. Donc, OK, c'est peut-être pas celui qui marque le plus, mais en termes d'activité défensive et de mise en lumière des autres joueurs, c'est celui qui est le plus efficace. Donc, ça ne sert à rien d'aller lui demander de changer son mode de fonctionnement. Donc, c'est plutôt comment je peux l'aider à progresser encore dans ses forces. Et donc, c'est là où je mets chacun évolue avec son potentiel au service du collectif. Donc, ne cherchez pas à niveler. Et c'est vrai que dans le hand, on a des positions on a des postes. Donc, on pourrait être amené à comparer, je ne sais pas, deux gardiens ensemble ou deux ailiers ensemble, deux arrières ensemble. Non, sauf que ces personnes-là, oui, elles sont au même poste, mais sont des individus différents, donc chacun avec leurs forces et leurs faiblesses. Donc, l'idée, c'est d'individualiser. Et c'est là où il y a c'est pas un paradoxe, mais il y a deux approches. C'est comment faire progresser au niveau collectif et comment faire progresser au niveau individuel pour que cette progression au niveau individuel serve le collectif. Et du coup, là, tu réponds en fait à une question d'Alex qui demandait effectivement est-ce qu'il faut partager des formulaires ou les données avec les joueurs pour savoir comment ils se sentent à certains moments de la saison et qu'ils évaluent leur point de vue individuel et collectif. Donc, tu viens d'en répondre en partie, mais… Ouais. Moi, je pousse là-dessus, je pousse au maximum pour que Alors après, c'est pour ça que je mettais, ça dépend de votre contexte et de votre mode de fonctionnement. Mais pour moi, responsabiliser au mieux les joueurs et les joueuses, c'est leur partager un maximum d'informations. Et comme je disais tout à l'heure, à la limite, et on va aller de plus en plus vers ça, parce que c'est ce qui arrive sur des sélections nationales, par exemple, mais on peut le décliner au niveau jeune, c'est que ce soit les joueurs eux-mêmes qui fassent leur propre analyse de leur match et qui remontent l'information auprès de l'entraîneur, ainsi de suite, qui y ait ce côté bidirectionnel. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent une approche monodirectionnelle, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui fait l'analyse et puis qui partage avec tout le monde. C'est déjà bien, mais je pense qu'on peut impliquer de plus en plus les joueuses et les joueurs, et notamment, là, on parlait tout à l'heure, on avait avec Sébastien au côté gardien. Pour moi, ceux qui sont le plus avancés pour l'instant sur ce sujet et qui sont le plus réceptifs, ce sont les gardiens. Parce que justement, il manque peut-être d'outils de l'autre côté. Donc, en fait, ils sont beaucoup plus réceptifs sur ce genre d'approche. Oui, puis les gardiens, je pense qu'il y a une culture quand même beaucoup plus ancienne de la prise, entre guillemets, d'informations ou de stats, si on peut appeler ça, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, même moi, je vais faire mon vieux con, mais même il y a 30 ans, on voyait les gardiens au bord sur les bancs qui avaient un papier, un crayon, qui prenaient les stats de l'autre gardien. Et c'est vrai qu'il y a cette culture-là qu'on n'a pas encore tout à fait aujourd'hui au niveau des joueurs et joueuses, mais qu'effectivement, il faut amener, en tout cas, tu vois, là, c'est pareil, Frédéric, il réagissait dans le même sens en disant que voilà, il faut qu'on implique les joueuses et joueurs à la fois dans le projet et puis même après dans la mesure de l'évolution de ce projet. Ouais. Et tu vois, Gio là, qui dit difficile d'identifier correctement les objectifs. En fait, après, ça dépend de la maturité que vous avez dans l'équipe, mais ces objectifs, ils peuvent être définis collectivement aussi avec votre équipe. C'est identifier si c'est une équipe qui se connaît déjà un peu, c'est de dire, tiens, c'est quoi les objectifs de cette saison pour vous? Moi, j'ai mes priorités. En tant qu'entraîneur, j'ai identifié des priorités, mais est-ce que vous avez identifié des priorités vous aussi?
voilà, c'est travailler un peu sur ces sujets-là. À la limite, Mais enfin, là, je fais juste de la pub 2 secondes là, par rapport à Joe. Effectivement, ça va aussi dans le sens de la conférence de demain que je fais sur voilà, quoi travailler, avec quelle équipe. C'est un peu là aussi une petite perche tendue, puisque effectivement, ce qu'on va travailler ou ce qu'on va se donner comme objectif, moi, je trouve qu'il faut le mettre en lien avec ce sur quoi on veut faire progresser nos équipes, et notamment dans les contenus hand aussi. Donc, voilà. Donc, du coup, je faisais la petite pub par rapport à ça pour la pub, pour la conf de demain. là, je vous ai mis dans le chat le Canva. Je vous ai présenté tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on va aller de plus en plus, moi, je vois là sur côté Steezy, par exemple, ça va être de plus en plus impliquer les joueurs et les joueuses dans l'analyse des stats ou dans l'analyse de la vidéo pour leur permettre de se rendre compte un peu des réalités déjà et leur permettre de progresser de manière beaucoup plus efficace. Est-ce que vous avez des questions encore? N'hésitez surtout pas. Profitez-en. Il y a beaucoup de choses qui… Ouais. Dans les équipes de mineurs, êtes-vous d'accord pour connaître le point de vue des parents? Là, j'ai marqué. Moi, j'ai mon idée. Moi, j'ai mon idée aussi. Sur l'envie de jouer au hockey, mais sur l'aspect sportif, pas forcément. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai pris des stats au début, c'est qu'on avait des parents qui poussaient leur gamin à faire des choses qui étaient complètement contre-intuitives, quoi. Et Donc, surtout, en fait, des fois, en dehors du projet en plus. oui, et au détriment de l'équipe. Au détriment de l'équipe. Donc, moi, la seule manière d'apporter des réponses, c'était d'avoir de la data pour leur rendre compte que ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils voulaient pousser pour leur enfant, ce n'était pas au service de l'équipe, quoi. Oui, enfin, moi, en tout cas, je partage, je vais juste donner mon avis aussi là-dessus, c'est qu'effectivement, les parents, pour moi, ne doivent pas intervenir, absolument pas dans le contenu de ce qui est fait, dans les objectifs qu'on se fixe avec une équipe, surtout si vous le faites avec les joueuses et joueurs du groupe, même avec des jeunes. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est super intéressant de fixer, en tout cas, cette phase d'évaluation dont parlait Franck tout à l'heure, de la faire avec l'équipe, même s'ils sont jeunes, parce que ça les implique. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui est décidé au niveau d'un groupe qui vit ses entraînements ensemble. Et effectivement, pour moi, les personnes extérieures n'ont pas à intervenir là-dedans. Enfin voilà, ça c'est un point de vue, hein, bien évidemment, il est relatif, mais voilà, je pense que c'est important que le groupe sache où il va ensemble et pourquoi il y va, et que du coup, il maîtrise lui-même ses chiffres clés, ces éléments sur lesquels il a envie de progresser individuellement et collectivement, quoi. Ouais. Et un autre point qui renforce ce positionnement, c'est que généralement, quand on a le point de vue de parents, c'est essentiellement du côté émotionnel. On n'est pas trop sur de la technique. Donc, qui dit émotionnel, en fait, on se défocalise des objectifs clés, quoi. Donc, là, il y a Jo qui a une question intéressante. Alors, peut-être qu'il pourrait, enfin, en tout cas pour moi, je ne sais pas si tu la comprends, Franck, mais peut-être la préciser un peu. Parce que qu'est-ce que tu entends, Jo, par le fait de justifier les choix pendant les matchs? Je pense qu'effectivement, les datas servent aussi quand même à faire des choix à la fois collectifs et individuels. Après, voilà, jusqu'où ne pas aller trop loin, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, c'est de trouver la bonne limite. C'est-à-dire que si ces choix sont faits, entre guillemets, en collaboration et puis en explication, je ne sais pas, par exemple, là, je parlais au tout début d'un joueur qui revient de blessure et dire, tiens, là, premier match, je te fais jouer 10 minutes parce que je ne veux pas que tu prennes trop de risques et on va faire une remontée progressive, montée en puissance progressive. Ça, c'est partagé et expliqué. Donc, normalement, c'est compris, quoi.
Oui, oui, et puis là, c'est pareil. Enfin, en tout cas, si on suit un peu la démarche, enfin voilà, bien évidemment que je valide la démarche que nous propose Franck, mais si on suit en tout cas la démarche de Franck, c'est-à-dire que on fixe nos objectifs, on les évalue d'abord, on évalue notre groupe, on fixe les objectifs et après les indicateurs qui permettent de remarquer la progression. C'est vrai que du coup, on peut faire certains choix dans la compo d'équipe, par exemple, mais ces choix peuvent être totalement compris par tous les joueuses et joueuses du groupe parce qu'on aura construit ça en commun. C'est un peu l'intérêt aussi à un moment d'avoir ces éléments, il me semble, pour pouvoir aussi faire des choix parce que de toute façon, de la data sert aussi au choix, elle sert à mesurer, mais elle sert aussi à un moment à pouvoir faire des choix. Par exemple, un truc tout bête, enfin moi qu'on peut arriver très bien chez des jeunes et je pense que ça vous est arrivé à tous, c'est que il y a des joueurs, par exemple, qui ont l'habitude de jouer, je dis n'importe quoi, à l'aile, et en fait, ils seraient très bons en demi-centre. Et là, effectivement, le fait à un moment d'être aidé de la data pour mettre en confiance un joueur peut servir. Enfin voilà, je pense que. Mais à partir du moment où tout ça est fait avec bienveillance, pour reprendre le mot de Sébastien tout à l'heure, mais je pense que effectivement la data est au service du groupe et dans ce cas-là, effectivement, ça peut servir à faire une composition d'équipe, je pense. Enfin, je ne sais pas si tu partages cette idée, Franck, Oui, mais ouais, mais ça dépend. C'est là, pareil, il n'y a pas une seule manière de fonctionner parce que ça dépend de la maturité de l'équipe que vous avez, et ainsi de suite. Mais je suis totalement d'accord avec toi. et, il y a Théo qui demande si effectivement on tient compte des stats pour faire l'équipe de la troisième mi-temps. Ouais, Ça peut aussi, ça peut aussi. un peu aussi, ouais. Après, là, il faut, Mais, voilà, en fait, ça dépend qui tient le papier et le crayon à quelle heure. ouais. Mais je vois la logique globale, là, ce qu'on arrive à, la tendance vers laquelle on va, c'est vous permettre d'obtenir de la data beaucoup plus qualifiée en passant beaucoup moins de temps. Mm. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir vous concentrer beaucoup plus sur vos joueuses et vos joueurs. C'est là où je dis on en est au balbutiement pour le moment. C'est que les outils, là, je vois comment ils évoluent. Ça va nous permettre d'avancer assez vite. Et quand je dis là, on prend on prend de la data en live pendant le match, donc ça peut être fait aujourd'hui. C'est vrai qu'un entraîneur, quand il entraîne une équipe, il ne peut pas prendre des stats en parallèle. Un entraîneur adjoint, il y en a quelques-uns qui sont capables de le faire. Je ne sais pas comment ils font parce que ce n'est pas évident dans le feu de l'action, mais on peut avoir des parents ou, je disais, là, des joueurs qui ne sont pas qualifiés ou qui sont blessés qui peuvent prendre des stats. Là, aujourd'hui, le séquençage, on va arriver à des solutions où le séquençage se fait en 5 minutes. Ça veut dire que quasiment, allez, 2 heures après le match, vous avez quasiment toutes les datas. Mm. Donc, ça peut être sympa, quoi. Ah oui, et puis, enfin, limite, je ne sais pas si on peut conclure là parce qu'il est quand même voilà, 50, mais effectivement, la data, elle a de l'intérêt si elle est au service d'un projet, quoi. Moi, c'est ça enfin, tu sais bien, on en parle souvent, mais moi, c'est ce qui me semble le plus important, c'est que si vous utilisez de la data, quelle que soit la façon dont vous l'utilisez, ben, il faut voilà, qu'elle soit au service de votre projet et justement à mesurer, à savoir, voilà, à vous servir d'indicateur sur l'avancée par rapport à votre projet. Moi, je pense que c'est la data, enfin en tout cas à nos niveaux, encore une fois, enfin en tout cas au niveau auquel moi j'entraîne, je pense que c'est le rôle principal de la data de mesurer cette avancée sur ce chemin, quoi. Enfin, voilà. Donc, Oui, ouais. Bah, exactement. Voilà. c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Là, je me bats avec certaines fédérations là, à l'étranger qui veulent mixer la stat de progression et la stat de communication. Mm. Et je leur dis, mais ça n'a rien à voir. Si vous lancez que de la stat de com et vous essayez de progresser avec ça, vous n'obtiendrez rien. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui avait mis, Julien, là, qui a mis se figer sur les stats de la table de marque. Bah, ça reste limité parce que, déjà, est-ce que tous les éléments sont bons? C'est à voir. Et après, on prend qu'un seul axe de prise de stats. Donc, il faut vraiment distinguer ces deux solutions parce que là, on a des fédérations qui voulaient utiliser Stizy pour de la communication.
j'ai dit, on peut faire évoluer le produit mais aujourd'hui, ce n'est pas fait pour de la communication directement. Donc, je suis d'accord à distinguer la stade de com et la stade de progression. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse mon adresse mail dans le chat. Et on aura des nouvelles au mois de juillet. Là, on va partager des nouvelles là, parce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir. Donc, ça va permettre de préparer correctement la saison à venir aussi. Sachant que la saison, elle est finie en Europe, là, mais en Amérique du Sud, ça tourne plein pot en ce moment. Ouais. En ce moment, on travaille pas mal avec l'Uruguay, le Brésil, l'Argentine. En tout cas, voilà, Voilà, s'il y a des gens comme Julien, vous voulez avoir plus d'éléments sur Steezy particulièrement, contactez-moi en direct. Ce que je peux faire, c'est vous partager, si tu es OK, Philippe, là, je peux vous partager en format PDF là, les supports que j'ai utilisés. Écoute, ça a été demandé, donc tu vois, j'allais te le demander, donc vas-y si tu veux. Et sachant que j'ai partagé aussi dans la discussion, notamment avec Antonio, le lien vers le webinaire qu'on a fait en mars où tu as présenté Steezy Max, puisqu'il est en ligne sur la chaîne YouTube d'entraînement de balle. Donc, du coup, je l'ai partagé là pour ceux qui sont intéressés d'aller voir la fonctionnalité Steezy Max avec le séquençage vidéo en direct. Voilà. Il y a séquençage vidéo en direct, export au format CSV et plein de petites nouveautés. Là, pour l'instant, on ne l'a pas encore lancé officiellement parce qu'on est en train de finir de faire sécher la peinture sur l'interface. Donc, mais ça arrive au mois de juillet. Donc, du coup, écoute, Franck, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à vous tous d'être venus vraiment si nombreux. Je suis vraiment très, très content de la réponse que vous amenez à la proposition que je vous ai faite de ce séminaire. Donc, merci Franck de clôturer cette première journée. On se retrouve normalement demain et encore jeudi pour d'autres sujets. Donc, j'espère qu'on continuera à se voir nombreux. Merci encore d'avoir été présent et n'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, si vous avez des besoins, dites-moi, envoyez-moi des mails, échangeons, partageons, collaborons. Moi, je crois vraiment que c'est ce qui fait aussi la beauté de notre métier d'entraîneur. On est souvent seul. On peut se sentir souvent seul quand on est entraîneur. Justement, l'idée d'entraînement de balle, c'est aussi de créer ces moments où là, du coup, on se sent beaucoup moins seul et puis c'est super agréable d'échanger et de partager. Donc, merci à vous tous. Franck, je te laisse le mot de la fin. Je peux profiter que la notion de partage. J'ai un analyste vidéo en Uruguay qui souhaiterait faire du partage d'expérience avec un autre analyste vidéo n'importe où sur la planète. S'il y a des gens qui sont intéressés, pareil, vous me laissez un petit message. Voilà, c'est comme ça ça permet de faire progresser aussi le handball un peu partout sur la planète. En tout cas, merci à toutes et à tous là, pour votre participation active. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mail, dans le chat. Là, j'ai pas réussi à tout suivre forcément, mais je vais relire progressivement. Ça marche. Donc, bonne soirée à tout le monde. À demain pour ceux qui sont inscrits demain, à jeudi pour ceux qui sont inscrits jeudi, puis à bientôt pour ceux qui ne sont pas inscrits dans les jours qui suivent. Mais en tout cas, merci encore à vous d'être si nombreux et de suivre ce qu'on vous propose. Merci Franck et puis à très bientôt. Merci à tous.